Les 2 métiers, pour moi, il y a un grand point commun, c'est que dans les 2 cas, on fait du bien aux gens. Donc, soit en les anesthésiant parce qu'ils en ont besoin pour l'opération, soit en les faisant rire. Pour moi, c'est la même lignée. C'est juste une corde en plus à mon arc, quoi. Et puis, je dirais que dans les 2 cas, c'est la même chose aussi. Il faut faire preuve de grand sérieux pour pouvoir après déconner. Ouais. Et donc, en fait, c'est parce que sur scène, tout est déjà cadré et tout est déjà bien fait et je sais où je vais, que après je peux me lâcher et puis m'éloigner du texte parce que ça y est, c'est réglé, quoi. Je sais, il y a un début, il y a une fin, c'est assez bien fait. Et pareil à l'hôpital, c'est parce que tout est cadré, il y a des protocoles et on sait comment travailler, qu'après, à l'intérieur, on peut être plus proche du patient et se détacher de la technique et être plus dans le relationnel. Salut, bienvenue dans Confidence. Aujourd'hui, notre invité a une double nationalité, si on peut dire, marocain et monégasque. Il a aussi une double casquette. Il est infirmier anesthésiste à l'hôpital Princesse Grace de Monaco le jour et humoriste la nuit. Mon invité, c'est Hassan de Monaco. Bonjour Hassan. Bonjour Eric. Comment ça va? Très très bien. Alors, Très bien. c'est pas vraiment un pyjama ou c'est ton pyjama ça? Non, c'est pas mon pyjama. Quoique des fois je dors avec. En fait, c'est une tenue de bloc opératoire. Et comme c'est la tenue que je mets souvent à l'hôpital quand on est de garde ou de nuit, Ouais. et on est hyper à l'aise, voilà, j'ai mis ça parce que je voulais pas venir avec ma vraie tenue qui est juste un caleçon torse nu. Oui, non, mais J'ai préféré vous épargner ça. c'est bien aussi. Tu aurais pu. Hein. Ici, tout le monde se met comme il aime pour être à l'aise. Hassan de Monaco, ça c'est un nom que les journalistes t'ont donné. Il te convient ce pseudonyme? Oui, maintenant vraiment oui, mais à l'époque j'avais pas choisi ça du tout, j'aurais pas osé le prendre. Ouais. Et c'est les journalistes, comme tu dis, qui me l'ont attribué. Et au fil du temps, on s'est rendu compte que les salles ou le public ou même les médias trouvaient ça drôle, que c'était presque antinomique Hassan et Monaco et que ça faisait déjà rire, donc on l'a gardé. Tu as bien fait, Hassan de Monaco, parce que tu as vécu depuis l'âge de 3 mois en principauté. Ouais. Tu as un destin assez exceptionnel parce que tu es aussi bien professionnel dans un bloc opératoire que sur une scène de théâtre, puisque tu partages vraiment ta vie entre l'hôpital, la scène, et on verra aussi la plongée sous-marine. Tu as en fait 3 métiers, toi. Ouais, j'ai la chance d'avoir pu choisir et surtout, on m'a toujours appris que quand on aime quelque chose, il faut aller au bout du truc. Donc comme la plongée, par exemple, j'ai aimé la plongée, je suis allé au bout jusqu'à avoir mon titre pour être moniteur. Ouais. Alors, on va découvrir toutes ces passions et comment tu arrives à gérer ton temps parce que tu as une vie à 100 à l'heure, hein, on peut le dire. Tu as peut-être envie de te calmer, d'ailleurs, un tout petit peu, histoire de fonder une famille. Tu m'as Ouais, dit. c'est ça, histoire un peu de s'enraciner aussi un petit peu parce que c'est toujours cool de pouvoir bouger, mais c'est fou comme tout ce qu'on a en excès, qu'on a beaucoup, souvent ça perd un peu de la valeur, donc j'ai envie de revenir sur des choses beaucoup plus terre à terre. Voilà, et activer ta base. Exactement. La vraie. Alors, on va parler justement de la famille, Ouais. de la tienne, de ton enfance. Tu arrives à l'âge de 3 mois à Monaco, mais ça, c'est grâce à tes parents. Tu dis les meilleurs parents du monde. Ah ouais. Qui sont tes parents? Bon, c'est 2 personnes extraordinaires qui ont tout fait pour que leurs enfants s'en sortent, réussissent. Et pour parler pour moi, pareil, et qui ont tout quitté au Maroc pour venir en France et nous offrir la meilleure des éducations, quoi. Ouais. Dans ton spectacle, tu parles beaucoup de papa et maman, beaucoup plus de papa d'ailleurs que de maman, tu nous diras pourquoi. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter ton papa? C'est lui qui est arrivé en France dans les années 70. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait au Maroc avant que vous ne le rejoigniez ici en France dans les années 80? Mon père, alors, dans la famille, on est issu d'une famille de forgerons. Donc, dans mon village au Maroc, ce qui est un village vraiment berbère typique, c'était pratiquement les quartiers étaient faits par fonction. Ouais. Et donc, nous, on est originaire d'une famille de forgerons. Donc, il est venu ici grâce à son travail de fer forgé à la base. Ouais. Et donc, c'était son métier qu'il faisait là-bas. Toute la famille faisait ça quasiment. D'accord. Pourquoi il quitte le Maroc, où il a un bon métier entre les mains, pour la France et surtout Forbach, puisque c'est dans les mines de charbon qu'il va débarquer en compagnie de son frère? Ouais, pourquoi? Déjà parce que c'était beaucoup plus intéressant financièrement et c'était le moyen à l'époque d'offrir à sa famille là-bas une meilleure qualité de vie. C'était vraiment le premier truc. Donc à l'époque, il y avait une société française, si je ne dis pas de bêtises, qui venait au Maroc et qui mettait vraiment les gens torse nu sur la place du village, comme j'explique dans le spectacle. Et les gens
très musclés, les gens qui avaient un bon physique, et ils étaient tamponnés, ils étaient validés pour pouvoir venir travailler dans les mines en France. Mais là, ça ressemble énormément à un marché aux esclaves, là, ce que tu décris, non? C'est pas vraiment un marché. Oui, mais sauf que c'était une opportunité pour les gens, donc c'était vraiment un choix pour le coup. C'était pas du tout. Ils n'étaient pas privés après de possibilités comme les esclaves, mais par contre, c'était une vraie opportunité de venir et d'avoir un vrai salaire. Et surtout, comme encore aujourd'hui en Afrique et dans plein d'autres pays, hein, même d'Amérique du Sud, c'était une manière de ramener plus d'argent et de faire vivre des familles là-bas. Il débarque avec son frère à Forbach, en Moselle, dans l'est de la France, dans une mine de charbon. On connaît l'univers de la mine, ça devait être sacrément difficile, plus difficile qu'au Maroc peut-être. Je ne sais pas, parce que pour le coup, mon père est très pudique sur cette période-là, il n'en parle pas beaucoup, mais je pense que de ce que j'en comprends moi et de ce que j'ai pu en lire et en voir, c'était quand même c'est pas évident de travailler dans ces endroits exigus et fermés, donc oui, je pense que ça devait être très difficile. Ouais, tu dis de lui que c'est un homme très courageux. Hein. Oui. Alors là-bas, il va se passer quelque chose de terrible. Hein. Il va perdre son frère dans quelles conditions? Un coup de grisou, donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une poche de gaz qui explose et donc ils sont emprisonnés à l'intérieur et le frère de mon père, qui était plus jeune, décède dans cette mine à Forbach et je crois que juste après il ferme la mine, qui était une des dernières mines de France. Voilà, donc plus de travail. Plus de travail. Et finalement, c'est cet accident qui va peut-être permettre à ton papa d'arriver sur la Côte d'Azur. C'est comme ça qu'il débarque un jour à Nice, puis à Monaco? Oui, alors je pense qu'il y a eu un truc de corrélation. Ce moment-là du décès de mon oncle est arrivé pratiquement en même temps où mon père voulait arrêter et avait déjà prévu de descendre. Il est très débrouillard, il est vraiment très habile de ses mains, donc je savais qu'il voulait déjà travailler dans un autre secteur. Plutôt le bâtiment, du coup? Ouais, bâtiment, parce qu'il avait cette formation de fer forgé, et puis c'était là où on avait besoin de main-d'œuvre, on va pas se mentir, dans les années 80, c'était vraiment le truc qui était très facile d'accès si on avait un savoir-faire même minimal. Et donc il est descendu, à l'époque, les mouvements migratoires, c'était le sud de la France, ou le Canada. Il y a beaucoup de Marocains qui partaient à ce moment-là au Canada. Et mon père, au vu de la température, il a dit on va commencer d'abord par le sud. C'est plus comme à la maison, quoi. Voilà, c'est plus en douceur. Exactement. Là, il va travailler quelques années seul. Il va continuer à envoyer de l'argent à la famille. Et puis, on arrive dans les années 80. Il est repéré par une boîte monégasque, tu me dis, pour son savoir-faire. Savoir-faire de quoi? De forgeron? De fer forgé, de forgeron dans le bâtiment. Il a toujours été... Mon père, c'est quelqu'un qui est très respectueux du travail et la valeur du travail, c'est pas important. Donc, c'est la personne toujours à l'heure qui va finir jusqu'au bout. Et donc, je pense que ça a été apprécié. Et plus son savoir-faire dans le bâtiment. Donc, il a participé à la construction du Stade Louis II, puis d'un autre grand hôtel qui s'appelle le Beach Plaza, le Méridien. Et puis, il s'est installé comme ça dans cette société. Voilà. Tu vas naître en 1982. Tu vas très peu connaître le Maroc, puisque à l'âge de 3 mois, donc, ton papa opère un regroupement familial. Et alors, il a voulu le meilleur pour vous, pour ta maman, pour toi, et puis pour tes frères et sœurs qui vont venir après. Il aurait pu choisir un grand appartement à Nice, tu m'as dit, mais il a choisi un petit appartement très cher à Monaco. Pourquoi ? Parce que, alors, à l'époque, on pensait que Monaco, ça a toujours beaucoup d'avantages, mais déjà, c'était moins cher que maintenant à Monaco, parce que j'en ai rediscuté avec lui il n'y a pas si longtemps que ça, mais il avait vraiment fait ce choix de Monaco et pas de Nice dans des endroits où il était avec des gens qu'il connaissait déjà. Il s'est quand même isolé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Marocains, de Tunisiens ou d'Algériens à Monaco. Il s'est quand même isolé parce qu'il savait qu'en termes de sécurité et surtout d'éducation, ça avait des très très bons scores, des très bonnes valeurs, c'était prouvé. Donc il a décidé de rester là pour que nous, on soit sûrs d'avoir une vraie formation. Il avait une obsession, tu m'as dit, sur la sécurité pour sa famille et sur l'éducation et l'excellence pour ses enfants. Pourquoi il voulait tant votre réussite? Et tu dis que c'était une obsession chez lui. Je sais pas, encore une fois, je veux pas parler pour lui, mais j'ai l'impression que lui, il aurait trop voulu faire des études. Il aurait adoré faire des études et continuer là-dedans. Il n'a pas pu parce qu'il a dû travailler pour aider sa famille. Et il savait que c'était vraiment la voie pour s'en sortir. Et c'était la voie qui permettait que si on travaillait, on était au même niveau que tout le monde. Il n'y avait pas trop de privilèges, parce que les résultats, soit on connaissait la réponse, soit on ne la connaissait pas, mais il n'y avait pas d'autres choses qui entraient en compte. Donc il voulait nous donner la voie qui semblait pour lui la plus efficace. Et c'était une valeur qu'il voulait nous transmettre absolument. C'était non négociable. Pour l'école, il a été très, 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 très dur. Tu me dis, par exemple, à chaque fois, et je crois que tu en parles dans ton spectacle, à chaque fois qu'il y avait une réunion parent-prof, hop, il mettait le costume. C'était quoi? Il voulait absolument vous crédibiliser, dire... Ouais, c'est ça, il voulait nous crédibiliser, il voulait lui aussi montrer que... En fait, il mettait les moyens à son niveau
pour bien présenter, pour montrer que voilà, on s'investissait, qu'on pouvait y arriver aussi. Enfin, il voulait pas du tout qu'on parte avec du retard, même en termes d'image. Donc ouais, il se pomponnait, il était au max de ce qu'il pouvait. The costume qui brillait, le petit pins du Maroc, c'était la sortie. Alors lui, il était content et nous, on avait trop peur parce que parce que ce qui se passe à la Réunion reste pas à la Réunion, réunion des parents d'élèves. Ouais. Ah non, s'il y avait des mauvais commentaires à la maison, alors, Ça dérouillait, quoi. Ah ouais, non, c'était vraiment... On savait... Nous, on y allait avec appréhension, mais ça nous mettait une pression. C'était vraiment lui... Et je trouve que c'est un truc qui se perd maintenant. Il donnait vraiment de la valeur aux enseignants. C'est-à-dire que ce que disaient les enseignants, ça faisait foi, quoi. Parole d'évangile. Ah ouais, complètement. Alors, il faut s'apprendre avec des pincettes, mais à l'époque, c'était vraiment comme ça. Donc nous, quand on y allait, il fallait qu'on soit sûr de notre bulletin, soit sûr de ce qu'allait dire l'enseignant. Et quand on savait qu'il y avait un enseignant, parce qu'on ne faisait jamais l'unanimité, qui nous attendait au virage, quand on est là-bas, l'enseignant, il nous venait arriver avec le sourire, et nous, on était là reculant. T'es sûr, papa ? C'est pas important, les maths. Il disait, ouais, bien sûr, ouais, on va y aller. Quel genre d'enfant tu étais, toi ? Je pense que j'étais pas casse-cou, j'étais assez timide. Je n'étais pas un enfant spécialement sage, mais mes parents m'ont appris à être sage. Ouais. C'est-à-dire, tu veux dire, ça pouvait passer par une petite fessée de temps en temps ? Ouais, de temps en temps. Mais comme je dis souvent, et comme je dis dans le spectacle, j'ai jamais eu une punition sans comprendre pourquoi. Ouais, et ça, je trouve très juste. Ouais, complètement. Ouais. À chaque fois, ils nous disaient, tu sais pourquoi. Et vraiment, c'était hyper important. Oui. Mais je pense que moi, j'étais un enfant typique moyen dans tout. Ouais. J'ai jamais été excellent dans un domaine. J'ai jamais été excellent au sport, j'ai jamais été excellent à l'école. J'ai été un peu moyen dans tout. Ouais. Et je trouve que c'est devenu une force. Parce que ça a été un peu une capacité d'adaptation. Ok. J'ai dû développer ce truc-là. Tu es très adaptable. Alors justement, on va parler de l'adaptation dans la cour de récré. Ouais. Parce que petit Marocain, avec des revenus, j'imagine, très modestes par rapport à d'autres qui sont dans cette cour de récréation, est-ce que tu vas ressentir une différence quand on est un immigré à Monaco ? C'est plus compliqué que dans une autre école ? Alors, sur la base, oui. Alors, moi, j'ai eu des parents qui ont tout fait pour que, justement, ça ne se ressente pas. Donc, on avait toujours des super chaussures. Même si ça coûtait un bras, il fallait vraiment être comme tout le monde. Donc, après, dans l'apparence, il n'y avait pas de différence entre toi et les autres. Et après, il y a quand même une grosse différence entre la France et Monaco pour ça. C'est que souvent, moi, j'étais avec des enfants qui avaient des grands moyens, qui partaient en vacances vraiment loin. Et donc, il y avait toujours ce décalage. Mais ce n'était pas un truc qu'on mettait sur la table. Ouais. Moins que maintenant. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, on compare un peu tout ce qu'on a et tout ce qu'on n'a pas. Avant, c'était moins ça. Donc, nos parents, comme ils ont comblé, ça s'est pas trop ressenti dans les premières années. Après, on arrive au collège, lycée. Et puis là, il y a des voyages d'été, il y a des centres, des camps d'entraînement et tout ça. Donc là, ça a été un petit peu plus différent, mais j'ai réussi à combler ça justement par l'humour. Oui, c'est ça. Toi, on ne s'est jamais moqué de toi parce que tu ne partais pas justement au bout du monde pour les vacances ou que tu n'avais pas ton yacht à toi. Ça, tu n'as pas ressenti parce que justement, ta gentillesse et ton humour faisaient que tu étais copain avec tout le monde. Ouais, alors... ou alors, on a tenté de le faire, mais justement, j'arrivais à rebondir grâce à l'humour et à faire que ça tombe à l'eau et que la tentative échoue, quoi. Okay. Donc j'ai toujours eu ce truc-là où j'arrivais à revenir au même niveau à peu près grâce à ça. On va revenir à papa. Il veillait absolument à toutes tes fréquentations, tu m'as dit. Tu étais super copain avec Pierre-Emmanuel, Oui, encore maintenant. Qui c'est Pierre-Emmanuel ? Pierre-Emmanuel, c'est un de mes meilleurs amis. Je ne sais pas s'il m'entend, mais ça va être drôle parce qu'il n'est pas au courant que je fais l'émission, que je parle de lui. Ah, il faudra lui envoyer. Ouais, à fond. Pierre-Emmanuel, c'était le fils de l'ambassadeur de France à Monaco. Ouais. Donc ça... voilà, le dire rien que le nom, Pierre-Emmanuel. Oui. J'ai un autre ami, d'ailleurs, il se reconnaîtra aussi, il s'appelle Charles Albert. Voilà, c'est un peu le niveau des potes que j'avais. Et donc, mon père, rien que le nom, ça sonnait bien. Puis la fonction des parents, ça sonnait bien. Donc, je disais, eux, c'est des gens, leurs parents, ils doivent leur dire de bien travailler. Ils faisaient quoi, les parents ? Pierre-Emmanuel, je crois que c'était l'ambassadeur de France à Monaco. L'ambassadeur de France à Monaco à l'époque. Ouais. Et donc, il disait, il faut absolument qu'ils traînent avec eux parce que c'est sûrement des enfants qui sont sur le droit chemin, qui vont travailler, qui vont réussir. Et ils vont le tirer vers le haut. Exactement, qui vont m'aspirer avec eux. Vu que j'étais moyen, que c'était un peu comme ça, va plutôt avec eux. Donc il était à fond. Moi, quand je rentrais à la maison, que je lui disais que j'étais plutôt avec l'autre, il me disait lui, il est bien. Ça reposait sur rien. C'était ça. Voilà. Et donc, Pierre-Emmanuel, par exemple, quand tu passes ton bac, tu vas passer tes révisions, tu m'as dit, à l'ambassade de France. Tu me racontes un peu l'atmosphère. C'est fou parce que ça, encore une fois, sur le moment, on ne s'en rend pas compte, mais après, avec du recul, je me dis, j'ai eu mon bac qui a été un truc... Pour mon père, c'était, je crois, un des moments les plus joyeux de sa vie. Ouais. Après, mon frère, ma soeur aussi, mais le premier, il avait beaucoup d'attentes parce qu'il se disait, si j'ai fait tout ça pour rien, mince. Et il fallait l'avoir du premier coup. Et puis, j'allais réviser avec Pierre parce qu'il est l'air de rien, il habitait pas très loin de chez nous. L'ambassade n'était pas très loin de la maison.
Et on révisait, alors j'ai assisté à des soirées, mais on révisait dans un étage au sous-sol et on nous amenait des petits fours. Enfin, tout était fait dans un cadre où moi, chez moi, il y avait juste mon frère et ma sœur qui m'embrouillaient et j'arrivais pas à réviser. Donc j'étais dans un cadre idyllique dans l'ambassade. Quoi. Voilà, à 17 ans. Exactement. Avec les petits sandwichs qui allaient bien. Magnifique. Dès qu'on avait un petit creux. Parle-moi aussi de ces vacances d'été où de temps en temps tu pars faire des croisières entre Monaco et Cannes sur des yachts de luxe absolu. Comment tu te retrouves là-dessus? T'as quel âge là? Non, ça c'était vraiment après le bac, je dirais même début fac. C'est pas tant des yachts, mais j'ai eu la chance d'aller sur des beaux bateaux où moi en fait j'ai jamais été attiré par ça et je me suis rendu compte qu'en fait c'est hyper cool et que c'était assez privilégié parce qu'on pouvait se dire une journée on fait une sortie bateau et on partait pour toute la journée en bateau. J'ai un ami qui a un bateau ou d'autres qui avaient leur famille qui avait des bateaux qu'on pouvait emprunter. Donc c'était des choses assez incroyables. Ouais. Il ressemblait à quoi? C'était des bateaux où on pouvait habiter dessus? Il y avait un jacuzzi? Il y avait des chambres? Pas encore, mais il y avait des cabines. Mais rien que pour moi, déjà d'imaginer qu'on pouvait dormir dans ce bateau où juste on pouvait y aller à 10, se perdre en mer sur, en plus la Côte d'Azur vers Monaco, c'est magnifique. Donc on faisait Villefranche, Beaulieu, on pouvait aller vers les îles de l'Érins et jeter l'ancre, nager, rentrer. Pour moi, c'était idyllique. Ouais. Vraiment. Dans tout ce que je raconte, ce qui est incroyable, c'est que j'ai jamais pensé que j'allais avoir une vie aussi belle et que à chaque fois, je me rends compte que je découvre des choses que j'ai vécues avant, que je trouvais normales et que maintenant, je me dis, mais c'est incroyable. Tu as ton bac en poche ouais. et là, c'est pas du tout vers l'humour que tu vas aller, non. ni vers la médecine dans un premier temps, parce que ton père, il voulait absolument que tu sois médecin. D'ailleurs, ton petit frère est médecin lui-même. Oui. Hein, non, tu es allé dans la marine. Pourquoi la marine? Je pense que j'avais un truc avec les uniformes. Ouais. Et puis, alors déjà, le numéro 1, je voulais faire un métier qui a un lien avec la mer. J'ai une affinité avec la mer. J'avais besoin de travailler avec la mer. Et donc, le truc le plus près entre aller travailler dans la mer et puis un uniforme et puis aussi se maintenir un peu en condition physique, j'imaginais un truc bien, c'était la marine. Ouais. J'avais vu un reportage cet été-là, pendant le bac, marine, c'était parti. Donc, je vais au centre de recrutement de la marine à Nice, mais alors avec un sourire, une patate. Et je vais juste pour prendre des informations. Et je rencontre un sergent recruteur c'est un rendez-vous, je vais au bureau et il m'explique, il me dit qu'est-ce que j'ai comme bac. Je dis que j'ai un bac scientifique. Ouais. Donc c'était bon. Voie royale. Ah oui, ça y est, c'est tracé. Oui. Il me montre des porte-avions. Vous voulez travailler dans lequel? Presque c'était en mode, oui, tu peux choisir. Super. Et à la fin, il me serre la main, il dit bon, vous revenez avec votre dossier, on est heureux de vous accueillir. Votre dossier, votre passeport français. Et on commence, pour vous inscrire, vous allez faire l'école de sous-officier. Et je dis, OK, je viendrai juste avec ma carte de résident monégasque, voilà. Il me dit, non, mais OK, prenez-la, mais prenez votre passeport français. Et là, je lui dis, mais j'ai pas de passeport français, je suis marocain. Oui. Son visage a changé d'un coup. Il me dit, ah non, mais ça n'a rien à voir là. Je dis, ah bon? Il me dit, ah non, là, monsieur, c'est la Légion étrangère. Ah, oui. Et à la fin, vous pourrez être français. Okay. Et moi, je comprends pas ce qu'il me dit. Je rentre à la maison et je vais sur YouTube et je tape Légion étrangère. Et là, ça n'a rien à voir. Non, mais là, tu t'es dit, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a rebuté à ce point? La mort, la peur de la mort peut-être, non? Je sais pas. Mais la Légion étrangère, je sais pas si les gens comprennent. Mais je trouve c'est des gens qui viennent d'autres pays, OK, qui ne parlent des fois pas forcément français, OK, qui ont des fois un casier judiciaire et qui à la fin, en fait, et à la fin, on leur met le casier judiciaire 0 et c'est les gens qu'on envoie en première ligne. Moi, j'ai grandi à Monaco dans une bulle et on veut m'envoyer en première ligne. Mais non, c'était pas ça mon but. Je suis pas cher à canon. Donc, pas la marine. Non. Pas la Légion étrangère. Non. Et comment tu vas atterrir Ah oui, non, il y a un truc que tu avais envie de faire aussi par rapport à la mer, c'était océanologue. Bah oui, comme je pouvais pas faire ça, l'autre métier, parce que quand j'étais avec ce fameux Pierre-Emmanuel, j'ai eu la chance de rencontrer la directrice du musée sonographique. Donc j'avais révisé aussi au musée sonographique et j'avais adoré tout ça. Ouais. Et je me suis dit, je vais faire océanologue. Donc j'ai fait un bac plus 2 à l'époque en biologie marine. Ouais. Et ça s'est très bien passé, je l'ai eu. Sauf qu'en fait, j'ai voulu regarder la suite et pour être océanologue, c'est un doctorat, 8 ans d'études, j'avais dit entre 9 et 15 nommés par an en France. En France. Donc moi, dans ma fac... Et combien de candidats à peu près? Je ne sais pas, mais imagine, je ne sais pas combien de facs de biologie en France. Ouais. Moi, j'étais peut-être allé 200e dans ma fac, qui était pas mal, parce qu'on était 1000 en formation. Ouais. Mais ça veut dire que peut-être qu'en national, je devais être, 1500e. D'accord. Pour les 15, c'était plus dur qu'un numerus clausus en médecine. Donc ça m'a arrêté tout de suite. Plus le fait aussi que doctorat, on n'a pas vraiment de salaire. C'est 8 ans d'études, il fallait s'autogérer financièrement. Même s'il y avait une bourse, c'était quand même compliqué. Donc j'ai décidé de réfléchir à ce que je pouvais faire d'autre. Médecine, ça ne m'avait pas plu. J'avais fait 6 mois d'essai. C'était très compliqué. Je trouvais qu'il y avait une guerre en interne. Les gens arrachaient les pages, des trucs. Enfin, aucun plaisir à faire ça. Puis j'ai senti que ce n'était pas vraiment le truc que je voulais faire vraiment. C'est mon père qui m'avait dit que c'était très bien pour moi, mais c'était par procuration. Ouais. Et puis en fait, il y a un ami qui a passé un concours d'infirmier à Monaco.
Ouais, Sully. Sully. Ouais. Il m'a demandé de le suivre. J'ai dit OK, on s'est inscrit, on l'a fait. J'ai réussi, j'ai eu l'écrit, c'était culture générale sans révision, c'était culture générale et tests psychotechniques. Très bien. Et après, on arrive à l'oral. Et puis à l'oral, il y avait 3 jours de préparation. Et on me demande pourquoi je veux faire infirmier. Et je suis très honnête. Et je dis que je ne connais pas le métier, que j'aime bien le blanc. Et que j'étais prêt à découvrir le métier, voilà. Et les gens ont rigolé. Le psychologue qui était là, dans le jury, a dit, je me rappelle encore, avait dit, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui dit que c'est pas une vocation, que ça veut dire qu'il est heureux d'essayer de découvrir le métier. Ça sera à nous de lui faire aimer le métier. Okay. Et donc en fait, de là, j'ai réussi le concours. Je suis rentré à l'école et j'ai après aimé le métier d'infirmier. Mais pendant la formation, il y a cette spécialité d'anesthésie qui m'a vraiment titillé. Ouais. Je me sentais plus autonome. J'ai l'impression de comprendre plus ce que je faisais, où j'avais vraiment beaucoup plus d'autonomie dans mes gestes de soignant. Et j'ai fait la formation. Et qui est quand même, pour le faire, il faut avoir 2 ans minimum de pratique. Donc c'est les 3 ans d'infirmier, 2 ans de pratique obligatoire minimum, encore un concours, 2 ans d'école. Oui, c'était long déjà. Donc c'est reconnu comme un bac plus. C'est un master 2 maintenant, reconnu. Donc j'ai fait ça et puis je me suis hyper épanoui pendant la formation. Je pense que plus c'est technique, c'était une grosse charge à apprendre, mais comme c'était intéressant, j'ai pas vu la difficulté et j'ai pris que du plaisir. Voilà, donc infirmier anesthésiste, résident monégasque, la place est toute trouvée, c'est à l'hôpital Princesse Grace tout de suite. Exactement, oui, parce que formation professionnelle. Donc aussi ce besoin d'avoir une formation où j'ai un salaire rapidement. Infirmier, j'ai un salaire en tant que stagiaire quand on est à l'école. Puis après, les 2 ans, je suis un salaire en CDI. Puis après, l'hôpital de Monaco me finance, c'est sur concours. Donc on fait un concours à Nice. Et puis il y en a plusieurs à l'hôpital de Monaco qui le font. Ils prennent le mieux classé. Et puis on va à l'école. Et j'ai le salaire qui est maintenu pendant les études. Donc parfait. Voie royale, là encore. Papa, il n'est pas trop déçu parce qu'il voulait te voir médecin. Ouais. Ça va, il dit, bon, c'est quand même le corps médical. Eh ben, en fait, il se dit, il faut qu'il fasse médecin. Il voit que j'ai trouvé une voie en tant qu'infirmier anesthésiste qui fait que je vais pouvoir m'autogérer financièrement. Et il se dit, j'ai encore cette envie de médecin. Qu'est-ce que j'ai sous la main ? Ah, il y a le petit frère, toi, viens là. Ça a été sa deuxième cible. Ouais, je pense qu'il n'a pas pensé comme ça, mais je pense qu'il a eu moins de pression sur moi, parce que quand j'ai fait ma spécialité d'anesthésie, mon frère rentrait en médecine, et il avait eu le concours, et donc je pense qu'il s'est dit, c'est bon, j'ai un médecin dans la famille, on est tranquille. On est tranquille. Bon, je crois qu'il est très fier de ses 3 enfants. J'en suis persuadé. Au final, tu as une petite sœur et un petit frère. Qu'est-ce qu'elle fait, la petite sœur, d'ailleurs ? Ma petite sœur, là maintenant, elle a fait plein de métiers, mais là, en ce moment, elle travaille comme AVS dans une école primaire. Elle a toujours voulu travailler avec des enfants. Donc elle avait fait un autre métier au début en assistant de direction, et puis maintenant, elle est partie dans tout ce qui est... elle a fait conseillère d'éducation, plein de choses autour des enfants. Bon, parfait. Elle les fait rire, les élèves avec qui elle travaille en tant qu'AVS ? Oui, je pense que ma sœur, elle a beaucoup d'humour. Mon frère est celui qui a le plus d'humour, vraiment. Je dirais qu'il y a mon frère, et après, il y a moi et ma sœur pratiquement du même niveau. Ah ben voilà, après l'infirmier, on va voir le médecin. Je ne sais pas, parce que pour monter sur scène, il faut aussi oser le faire. Et je ne sais pas si... maintenant, il est dans son confort, il a 3 enfants, ça y est, mais il y a aussi ce truc de vouloir se lancer, d'oser aller parler devant les gens, parce que c'est pas si anodin que ça. Alors justement, toi, tu as dû t'entraîner pendant des années à l'hôpital. Tu es comment avec tes patients ? Juste avant de les endormir, tu les fais marrer ou tu dis non, il vaut mieux pas qu'ils aient l'impression de se faire opérer par un clown ? C'est la deuxième solution, c'est que les gens pensent que... C'est fou, les gens pensent toujours que quand on est humoriste, on doit faire rire les patients, mais souvent c'est très difficile. Et les gens, ils veulent se faire endormir par un bon infirmier anesthésiste et pas par un humoriste. Donc il faut trouver la bonne distance. C'est plus rassurant. Ouais, exactement. Et puis c'est très compliqué de faire rire forcément à ce moment-là, parce que les gens viennent avec leur angoisse de leur opération, souvent c'est des cancers ou pas. Mais alors il y a des gens qui sont logoréiques, qui parlent beaucoup, il y a des gens qui sont mutiques, qui parlent plus du tout, il y en a qui ont envie de rigoler, il y en a pas du tout, il y en a qui pleurent. Donc il faut s'adapter, encore une fois, c'est ce que j'adore dans ce métier. C'est qu'en quelques secondes, parce que nous on les voit pas en consultation comme les médecins anesthésistes, et en quelques secondes, on doit réussir à essayer d'être en adéquation avec les besoins pour qu'ils s'endorment de la meilleure des façons. Parce que la manière dans laquelle il va s'endormir, c'est celle dans laquelle il va se réveiller. Donc c'est tout un travail global, et donc tout l'enjeu est là. S'il faut de l'humour, avec plaisir. S'il n'en faut pas, j'en ferai pas. Mais les gens, souvent, eux-mêmes veulent faire de l'humour, donc on les laisse faire. Maintenant, il y a de la musicothérapie qu'on fait beaucoup, donc ça marche très bien aussi, ça prend de la place. Je crois que mon humour, il est surtout utile par rapport à mes collègues. Comment est-ce que tu arrives à faire le grand écart entre le sérieux, la rigueur qu'il faut pour être dans un bloc opératoire et la légèreté qu'il faut aussi avoir d'un autre côté pour monter sur scène ? Peut-être qu'il y a des points communs. Il y en a beaucoup. Alors déjà, les 2 métiers, pour moi, il y a un grand point commun, c'est que dans les 2 cas, on fait du bien aux gens.
Donc soit en les anesthésiant parce qu'ils en ont besoin pour l'opération, soit en les faisant rire. Pour moi, c'est la même lignée. C'est juste une corde en plus à mon arc, quoi. Et puis, je dirais que dans les deux cas, c'est la même chose aussi. Il faut faire preuve de grand sérieux pour pouvoir après déconner. Ouais. Et donc, en fait, c'est parce que sur scène, tout est déjà cadré et tout est déjà bien fait et je sais où je vais que après je peux me lâcher et puis m'éloigner du texte parce que ça y est, c'est réglé, quoi. Je sais, il y a un début, il y a une fin, c'est assez bien fait. Et pareil à l'hôpital, c'est parce que tout est cadré, il y a des protocoles et on sait comment travailler, qu'après, à l'intérieur, on peut être plus proche du patient et se détacher de la technique et être plus dans le relationnel. Ouais. Donc les deux, ça va ensemble. Et les deux vont ensemble et l'un alimente l'autre et inversement. J'en veux pour preuve une vidéo que j'ai vue sur Instagram où tu parles d'un accouchement. Alors là encore, est-ce que c'est la blague que tu as poussée à l'extrême ou tu l'as vraiment vécu un jour? Le couple suédois qui a un bébé noir, tu l'as vécu ça? Non, je l'ai pas vécu. Mais... Parce qu'alors, sur Instagram, on y croit presque, je peux te dire. Mais c'est vrai que c'est toujours extrapolé. Mais cette situation, où, en tout cas dans les salles de naissance, où des fois il y a des bébés qui sortent et il y a quelques secondes où ils se regardent, et juste parce que soit ils se disent ah bon, il y a toujours un petit moment. Ils ressemblent ni à toi ni à moi, ou ils ressemblent au facteur. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, je me rappelle quand j'ai écrit et que j'ai fait cette vidéo, c'est qu'il y avait une histoire qui était sortie aux États-Unis comme ça. Et je trouvais que c'était un petit peu tiré par les cheveux. Mais c'est vrai que ça pourrait arriver. Et je m'imagine comment je réagirais. Mais oui, c'est souvent exagéré. Est-ce qu'il y a une histoire vraie que tu as déguisée un petit peu, mais que tu racontes sur Instagram ou sur scène et que tu pourrais nous raconter ici? Des histoires vraies. Alors, il y a plein. À la maternité, je trouve qu'il y a des fois des trucs assez impressionnants. Moi, j'exagère sur le fait que des fois, les femmes enceintes, elles nous écrasent vraiment fort les mains et qu'après, on ne peut plus les utiliser et tout ça. Mais moi, j'ai assisté à des scènes où vraiment les femmes enceintes, quand elles ont envie d'accoucher et que des fois c'est trop long et qu'elles sont fatiguées, épuisées psychologiquement, physiquement, des fois on a assisté à des scènes où c'est l'exorciste, quoi. Moi, il y a des fois où quand je dis j'adore mon métier, mais des fois j'ai peur, quoi. Vraiment, des fois ça fait vraiment peur. Donc il y a des bons moments qui sont... Et puis il y a des fois il y a des moments où il y a des tensions tellement nerveuses où il faut une phrase et les gens rigolent, quoi. Et je trouve que c'est des moments magnifiques. Voilà. J'ai pas d'exemple particulier, mais je trouve que... Parce que c'est des choses qui restent selon un contexte et qui est très long à expliquer pour amener la blague. Ouais. C'est pour ça qu'on l'extrapole souvent. Ouais. Parce que quand on n'a pas le contexte, il faut que ce soit hyper efficace et donc souvent on exagère les traits. Ouais. Alors là, c'est vrai que je pense que ça t'a permis de t'entraîner un petit peu parce que finalement, le métier d'humoriste, tu vas le découvrir sur le tard. Ouais. À plus de 30 ans, tu vas commencer à faire du théâtre. Comment ça vient, cette envie de faire autre chose que du médical? Je pense que j'ai toujours voulu faire ça. Enfin, toujours voulu faire ça. J'ai toujours adoré ça. Mais je sais pas, à l'époque, il y avait beaucoup moins d'humoristes que maintenant. Moi, je suis de la génération vraiment Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Les Inconnus. Oui. Et pour moi, ils étaient intouchables à cette époque-là. On a l'impression qu'ils ne vivaient pas sur Terre. Vraiment, on a l'impression qu'ils venaient au spectacle. Moi, je me rappelle être allé voir Gad Elmaleh. On ne le voyait pas avant, on ne savait pas ce qu'il faisait, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il venait, il jouait son spectacle, on prenait notre dose de rire et il partait, il disparaissait. Et on se disait, waouh, qui est cette personne? Un extraterrestre. Ouais, exactement. Et donc ça, je trouvais que cette capacité de venir et d'être... Je ne savais pas qu'il y avait tout ce travail derrière. Ouais. Je me suis dit, les gens, ils sont comme ça tellement simplement. Et je me suis dit, c'est des élites. Donc il fallait travailler pour arriver à ce niveau-là. Et donc moi, je faisais rire mes collègues. J'ai appris après coup que je le faisais depuis très longtemps, parce que ça aussi, je l'ai oublié. Et puis, j'ai voulu un peu faire du théâtre. Mon père m'a dit non, d'abord, tu as un vrai métier, après, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est ça. Donc, il avait toujours la barre un peu plus haut. Ouais. Hein, tu me racontes, d'abord, tu as le bac, et après, tu fais ce que tu veux. Exactement. Après, c'était d'abord... Tu as un métier, après, tu fais ce que tu veux. Après, d'abord, t'as chez toi, après, tu fais ce que tu veux. Mais je trouvais que c'était un peu pour qu'on sorte vite de la maison aussi. Hein. Un petit peu de laisse-moi tranquille. C'est ça. Mais non, il voulait qu'on soit autonome, c'était ça. Et je crois que c'était dans son travail. Sa fonction, c'était qu'on soit le plus autonome et qu'on s'en sorte sans lui. Et c'était un petit peu ça, quoi. Ouais. Mais il disait vraiment en mode non, mais arrête de rigoler, d'abord fais ça. Et en fait, quand j'ai réussi à voir tout ça, un jour, il m'a dit maintenant, amuse-toi si tu veux. Et puis, je me suis inscrit à un cours de théâtre à Monaco, au studio, qui est un endroit où on prend des cours. Et puis, j'ai rencontré une personne qui a vraiment changé ma vie parce qu'en fait, j'ai fait une année en amateur. Ouais. Et puis, il se trouvait que cette personne, elle a été missionnée pour créer une troupe amateur alors qu'elle travaille qu'avec des professionnels. C'est qui cette personne? Peggy Semeria, qui est ma metteur en scène. On l'a l'image, je crois, Peggy Semeria. C'était une comédienne et metteur en scène, et qui était originaire de Monaco, mais qui vivait sur Paris. Et c'est elle qui t'a repéré? Ouais, elle a repéré plein de jeunes amateurs. Elle a fait une troupe. Alors, sans formation, elle nous a formés dans le tas pour faire un spectacle. Et après ce spectacle, c'est une chance à Monaco, on a pu le représenter partout en France, mais surtout même dans le monde, parce qu'on est allé jouer au Festival international du théâtre amateur en Norvège. Ouais. Et suite à ce départ en Norvège, enfin au retour plutôt, dans l'avion, elle me dit, tu sais, tu devrais écrire un spectacle tout seul. Et moi, je trouvais qu'il y avait tellement de gens hyper doués dans le groupe qu'elle disait ça par politesse.
on avait Ouais. fini cette aventure. Elle me dit, tu sais, pas continue, quoi, cru. en gros, bonne chance, c'est bien. Et en fait, elle me dit, mais si tu veux, je peux t'aider. Et en fait, on s'est loupé parce que j'y croyais pas. Elle m'a mis la pression. Et puis en fait, la pression, elle a voulu m'aider et on n'a pas trouvé le moment. Et quand moi j'ai dit, ok, j'y vais, elle m'a dit, bah, c'est trop tard, ça fait 1 an que je t'ai dit ça et maintenant, moi, j'ai d'autres projets. Ouais. Mais elle m'a dit, ne lâche pas, commence à écrire des trucs pour toi. Et j'ai commencé à écrire. Et puis un jour, j'ai fait un concours où je lui dis un concours à Nice, j'aimerais le faire. Elle me dit, bah, fais-le, fais un petit truc que tu as fait. Finalement, je suis pris au concours, je gagne le concours. Et le premier prix du concours, c'était de jouer son spectacle l'année d'après. Et on s'est dit, bah, on a 1 an pour écrire le spectacle. Et là, on a réussi à mettre nos plannings ensemble. On a écrit ce spectacle, elle a mis en scène. Je l'ai joué à Monaco, dans un théâtre de 400 personnes. Elle me dit, invite des gens amis à toi à l'hôpital. Et il faut qu'il y ait au moins 100 personnes, tu vois, pour que tu prennes un peu l'habitude. Et en fait, c'était complet. Ah oui. Ouais. Mais, Parce que les gens savaient que j'étais un peu. Je faisais toujours des blagues au travail. Les gens m'ont soutenu. C'était un peu comme une grande famille. J'aurais dit, venez. Et il y a une vraie solidarité comme ça à l'hôpital. Parce qu'il y a des groupes de musique aussi où tout l'hôpital se déplace. Il y a un vrai truc comme ça à Monaco qui est hyper cool. Et il y a une vraie reconnaissance. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de Gad Elmaleh que tu voyais comme un dieu. Tu l'as rencontré Ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer. Incroyable. Mais c'est même moi de me dire que je le rencontre. C'est fou parce que quand j'ai rencontré, je me rends compte même maintenant, les 2-3 fois où je l'ai vu, je sens que je suis pas naturel parce que j'ai l'impression qu'il faut que je sois quelqu'un d'autre. Enfin, c'est très bizarre. Tu as l'impression d'être là aussi, ouais, un peu alors intéressé. Alors que lui, il est 100% naturel. Ouais. Et il a ce truc-là, il est hyper bienveillant et tout. Mais il y a un truc où je sais pas, on n'y arrive pas. En fait, on essaye et on a l'impression qu'on se regarde de l'extérieur et on se juge tout le temps. On dit, mais c'est nul. On se dit, est-ce qu'il faut faire des blagues? Est-ce qu'il faut pas faire des blagues? Encore aujourd'hui. Ouais. Je pense que quand on met quelqu'un à ce niveau-là, c'est très compliqué d'être hyper naturel, même s'il essaie, encore une fois, j'ai eu la chance de faire une de ses premières parties. Et alors, il est simple. Et puis, moi, je parlais, et à la fin, je m'écoutais, je me dis, mais t'es débile. Mais pourquoi tu dis ça? Et en fait, c'est fou. Et lui, il arrive à quand même avoir d'autres choses chez toi, donc c'est plutôt bien. Non, mais c'est une fierté sans nom de l'avoir rencontré. Autre fierté, j'imagine que dans la salle, il y a bien eu un moment, comme tu joues régulièrement à Monaco, le prince de Monaco. Tu t'appelles Hassan de Monaco. Est-ce que vous êtes rencontrés? Ouais, il y a eu une date spéciale. On a fait une date spéciale où ils sont venus. Où Monseigneur le Prince Albert est venu, où la princesse Caroline est venue. Puis il y avait tellement d'officiels qui étaient là autour, donc il y avait des ministres, il y avait le ministre de la Culture et de l'Intérieur qui est la même personne, il y avait des gens de la culture. Et ils sont venus, donc déjà pression folle. Bah oui, encore plus qu'avec ton père. Bah oui. Alors là, 1 milliard de fois, parce que je parle de Monaco, je parle de mes parents à Monaco, je parle de l'hôpital de Monaco, j'utilise Hassan de Monaco. J'imagine qu'à la fin, il y a 2 policiers qui me disent merci. Voilà, c'est par ici que la sortie. Monaco. Exactement. et donc ils sont là, donc petite pression. Mes parents sont là. Mon père revient avec le petit costume et le petit pins du Maroc. Vraiment, c'est l'endroit où il fallait le mettre, quoi. Ma mère est là, ma famille. Et puis pas mal de gens de l'hôpital et puis des gens d'extérieur. Parce que c'était dans la même salle de 400. Parce que je me suis dit, comme j'avais le choix, je me suis dit, je reprends la salle où j'avais eu des bonnes ondes. Ouais. Et donc, on rejoue là. Et ça s'est super bien passé. En plus, c'était pour une association. Ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance de les rencontrer après avec mes parents. Excellent. Et ça, c'était incroyable. Ça, c'est un truc qui est hyper positif parce que normalement, on m'a dit, sûrement après, ils viendront me voir en loge. Et déjà, c'était incroyable. Et en fait, on me dit, non, je suis dans le programme, il y a une loge princière et c'est vous qui irez dans la loge. Et la personne qui m'a aidé à mettre en place ce rendez-vous a convié mes parents à venir dans la loge. Donc, quand j'arrive dans la loge, il y a déjà la famille princière, des gens officiels et mes parents. Ouais. Et donc, il y a tout ça, et j'ai l'impression qu'il y a 2 mondes qui se mélangent, mais ça se mélange bien. Et oui. Et je vois la princesse Caroline qui parle avec ma mère de la maternité, mon père qui est là et qui est gentil, qui leur donne un verre de thé. Et moi, je suis là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tellement bien, tellement bon moment, qu'on en oublie de faire une photo pour avoir un souvenir. Non. Ça, c'est le seul truc que je regrette. Ah, t'as pas la photo officielle? Non, j'aurais on passe adoré. ce message au prince Albert. Mais surtout pour mon père, parce que mon père, il raconte, mais il n'a pas de photo pour le dire, quoi. Et il aurait adoré qu'on puisse immortaliser ce moment. Ah, incroyable. C'était comment dans ta tête à toi? Et est-ce que vous avez débriefé avec ton père? J'imagine qu'il était plus que fier. Ah ouais, en fait, moi, il est parti, il m'a fait un câlin. Alors mon père, il n'est pas très tactile. Et Pas expansif. Non, pas trop. Mais il arrive quand même à faire passer les messages. Et là, il m'a pris dans les bras. Et je me rappelle toujours qu'il m'a pris dans les bras. Et donc ça dure 1 ou 2 secondes. Puis quand je vais reculer, il reste, il me dit non, encore un peu. Et ça, pour moi, c'était une validation totale. Mais il me l'a dit que c'était un moment incroyable pour lui. Ouais, vraiment. Et ma mère, elle parle un peu. Ma mère, elle m'a dit qu'ils étaient fiers, qu'ils étaient trop contents. Et mon père, c'était son rêve. Ma mère, c'était une personne un peu rapportée. Parce que
mon père, il a ce côté un peu de... Il faut qu'on soit validé. Ma mère, elle n'a pas du tout ce côté-là. Ouais. Elle est en mode, on est déjà validé. Voilà. Personne nous valide. Nous, on est là, on est très bien ensemble. Il faut être des bonnes personnes et on va se valider tout seul. Ouais. Mon père, il était plus dans le... Il fallait montrer que... Et donc, ma mère, elle a trouvé ça incroyable. Et d'une simplicité, c'est ça qui a touché ma mère. Et est-ce que le prince de Monaco n'a pas voulu? Il a validé le Hassan de Monaco. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit bravo pour le spectacle. Ouais. Alors, je pense que si ça avait pas été validé, je l'aurais su déjà. Ouais. Parce qu'en plus, Monaco, normalement, c'est une marque déposée, tout ça. Donc, ça veut dire que ça a déjà été validé dans des instances. Ou en tout cas, ça pose pas de problème. Ouais. Donc, non, on n'a pas spécialement parlé de ça. On a parlé du spectacle. On a parlé un petit peu de ce que je faisais et tout ça. Et puis, on a parlé aussi de la suite. Et donc, comme quoi il me suivait, donc c'était hyper fort. Voilà. Parce que j'ai eu la chance, mon spectacle était soutenu par le gouvernement princier en termes de culture, et puis même, comme j'ai eu aussi des subventions qui ont aidé, donc je sais que c'est déjà validé et que c'est connu, quoi. Alors maintenant, on va parler de ton emploi du temps, parce que effectivement, tu n'as pas deux, parce qu'on a parlé d'infirmier humoriste, mais tu as 3 vies, puisque tu es aussi moniteur de plongée quand tu ne fais pas de la scène ou que tu n'es pas dans un bloc opératoire. Ouais, je suis dive master, en fait, je sais pas, c'est l'équivalent de moniteur, mais je fais ça surtout l'été, parce que pour le coup, je peux pas exercer que ça. Mais c'est vrai qu'avant l'humour, quand j'ai fait que infirmier anesthésiste, c'était un de mes projets de vie, c'est de partir sur une île et de faire 6 mois d'été moniteur de plongée, 6 mois d'hiver au bloc opératoire. Et ça, c'était quoi? Tu as réalisé ce faire. rêve ou pas? Non, parce qu'après, l'humour est arrivé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Okay. En fait, je pensais vraiment pas que ça arriverait à ce point-là. Comme je disais, j'ai gagné ce concours, et puis après, il y a eu la radio, un autre concours un peu plus national, et puis après, Rire et Chanson, où j'ai pu faire un passage, et puis j'ai réussi à avoir une belle tournée grâce à Avignon. Mais au début, je pensais pas du tout que ça marcherait autant, et donc je pensais que ça allait marcher un petit peu, et qu'après, j'allais arrêter, et que c'était très bien, et que j'allais faire ça sur les îles. Ça m'allait très bien le parcours. Puis finalement, non, ça a pris le pas et j'ai dû faire un choix. Okay. Et j'ai pas pu partir sur les îles. Mais j'exerce encore dans un petit club à Cap d'Aille où on fait des sorties plongées tous les étés. Okay. Et c'est un truc que je tiens beaucoup, quoi. Donc tous les étés, tu prends aussi un peu de temps, en plus des spectacles et de l'hôpital, pour apprendre la plongée. Exactement, à Yemanja Cap d'Aille. Je sais pas où est la caméra, je le dis, parce que c'est un super club, une super association, même s'ils n'ont pas besoin de pub, ils sont complets tout le temps, mais c'est un endroit où il y a une vraie ambiance familiale aussi, et ça, c'est génial. Et est-ce que là encore, il y a un rapport entre le bloc opératoire, le monde de l'anesthésie, la plongée et la scène? Est-ce que c'est pas dans la respiration, dans le regard de l'autre aussi, parce que dans la plongée, on a besoin d'être validé par un public quelque part, qui est la personne qui regarde si tout va bien, etc. Pareil pour un bloc opératoire, on travaille en équipe. C'est possible. Moi, ce que je recherche et ce qui m'a beaucoup plu dans la plongée, c'est ce côté face à ses pensées. Parce que quand on est sous l'eau, vraiment, il n'y a plus aucun bruit à part le bruit de respiration qu'on a avec le détendeur. Mais vraiment, on est vraiment face à ces plongées et il y a le temps ralenti, il y a un côté un peu paisible, il y a un côté presque introspection, comme moi j'aime beaucoup quand on plonge beaucoup. Et ça, c'est un truc qui me plaît. Le lien avec la santé, moi je pense que ça m'a beaucoup aidé toutes mes connaissances en anesthésie. On parle beaucoup de pression respiratoire, tout ça. Donc, de narcolepsie. Exactement. Donc j'avais déjà toutes ces connaissances. Et puis je pense que quelque chose qui m'a rassuré de savoir que j'avais déjà des réflexes de prise en charge au cas où. Mais non, moi j'ai vraiment, ce que j'ai beaucoup recherché, c'est ce côté détente que j'avais du mal à retrouver. Et souvent, l'été, les journées me permettaient de respirer beaucoup plus avec tout le rythme que j'avais au bloc opératoire. Ouais, voilà, ça te permettait effectivement de redescendre. Ouais. Parce que on revient à cet emploi du temps. Comment tu fais pour gérer? Elles ressemblent à quoi tes semaines? Ou elles ont ressemblé à quoi si aujourd'hui tu as réussi un peu à... Là, j'ai réussi à ralentir un petit peu, mais j'ai eu des périodes où je faisais des lundis, mardis à l'hôpital. Ouais. Mardi soir, je partais à Paris où je jouais 2 jours à Paris parce que j'ai fait une résidence pendant presque 2 ans et demi au Point Virgule. Puis après, le vendredi matin, je partais en tournée. Vendredi, samedi, je jouais. Je rentrais le dimanche et je recommençais ça pendant presque plus d'1 an et demi. Ça a été très, très compliqué. Ouais. Mais c'était du 7-7. C'est un choix, encore une fois, c'est un choix. Mais après, au bout d'un moment, même le chocolat, si on adore, si on en mange tous les jours, au bout d'un moment, c'est un peu... Exactement. Donc, il faut trouver un truc pour garder le plaisir. Et en fait, il est là, le thermomètre. Le truc, c'est juste de trouver la notion de plaisir partout, même dans le travail. Et quand je parle de travail, je parle de l'hôpital. Parce que moi, j'ai une chance. Je ne sais pas si ça aurait été pareil en tant qu'infirmier, mais infirmier anesthésiste, j'ai vraiment, mais alors, aucun problème à me lever le matin.
Alors, est-ce que c'est parce que c'est que du mi-temps ou pas, parce que je travaille à mi-temps, mais j'adore ce métier et j'ai vraiment un plaisir à y aller tous les matins. Et pareil pour la scène, et pareil pour la plongée. Ouais, si tu avais un choix à faire, parce que tu veux pas faire le choix aujourd'hui, mais j'imagine que tu as des producteurs derrière qui te disent mais nous on peut te remplir le calendrier beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ouais. Tu as déjà été confronté à ce choix et pourquoi tu ne le fais pas encore? Alors je pense qu'en fin 2019, début 2020, je crois que j'ai failli faire ce choix-là. Ouais. Parce que vraiment c'était là où ça commençait à bien marcher. Et ben il y a eu le Covid. Et moi, j'ai pris ça comme un message. Je me suis dit, bah écoute, c'est très bien, mais tu vois, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et je trouve que là, l'équilibre, il est bon pour moi. Et d'ailleurs, c'est ce dont j'aimerais parler dans le prochain spectacle. Ouais. C'est que je crois qu'il faut savoir trouver le bon dosage dans tout dans la vie, quoi. Et pas aller à fond dans un truc jusqu'à se cramer. Et là, en l'occurrence, la scène, ça a beaucoup d'avantages. Ça n'a pas que des avantages aussi, hein, parce qu'on est loin de la maison. Il y a une forme de pression de remplissage, il y a une forme de concurrence indirecte avec les autres humoristes. Il y a aussi savoir se renouveler avec l'actualité, parce tout ce qu'on dit peut être sorti du contexte. Donc je trouve qu'il faut trouver le bon dosage dans tout ça et pour que ça reste du plaisir. Et là, avec ce que j'ai trouvé, c'est pas mal. On va revenir à tes souvenirs du Maroc, parce que tu es parti à 3 mois, mais tu y allais régulièrement en vacances, parce que dans le spectacle, tu parles hein, de cette petite colonie de vacances familiales. Ouais, c'est ça. Tu nous racontes les souvenirs que tu as déjà de ça et de ce que tu représentes maintenant, toi, au Maroc, quand tu vas voir tes cousins. Ah ouais, alors, moi, mes souvenirs, c'est des souvenirs incroyables, ce qui veut bien dire que je vieillis, parce que quand on commence à se dire qu'avant c'était mieux. Mais alors, moi j'ai souvenir ça m'a vraiment appris à voir la valeur des choses. Moi-même, par exemple, quand j'allais au Maroc, on partait avec des jouets à nous et des vêtements à nous. Ouais. Nickel. Quand on allait là-bas, on pouvait échanger une voiture radio-télécommandée, dernier cri, contre un mec qui avait pris un bidon, qui avait fait avec un fil de fer et un bambou une voiture comme ça, mais comme lui il avait l'air s'éclater, il nous disait regarde c'est génial, waouh, regarde vroom. Il te le vendait super bien le bidon. Tu dis j'ai envie d'essayer ça et on échangeait. Ma mère elle disait où la voiture? Ah j'ai pris ça mais regarde c'est mieux ça. Ma mère elle devenait folle. Pareil on venait avec on avait un super jogging Nike ou n'importe quoi Adidas et le mec nous montrait un maillot du Maroc avec écrit en arabe. Il me dit ça c'est génial, c'est incroyable et tout. Bon je pense qu'on était aussi très crédules et on se faisait arnaquer. Mais ce qui était fou c'est qu'il nous le vendait comme quoi c'était mieux quoi. Ouais. Et en fait ça nous montrait que il n'y avait aucun vêtement, aucun truc était mieux. Et ça nous donnait la valeur des choses et juste qu'on n'avait pas besoin de trucs hyper incroyables, hyper chers. Quoi. Ouais. Ça, c'est un souvenir que j'ai hyper du Maroc sur ces valeurs-là quand j'allais. Après, ces moments de famille, je pense que tous, on va tous, des fois, quand on va voir la famille, je sais pas, les Italiens, les Portugais, tous les immigrés ou même des gens en France qui vont voir de la famille qui n'ont pas vu de longtemps, c'est toujours des moments incroyables. Et dans ton spectacle, tu te moques un peu de ton père en l'imitant au volant de la voiture. Ah, ouais. Ça donnait quoi? C'était mon père au moment de la voiture, c'était des moments d'excitation extrême. Il faut savoir que le voyage au Maroc, pour nous, il commençait quand on part. Mais pour mon père, ce trajet-là, il fallait le faire le plus vite possible. Et en fait, il n'y avait pas d'hôtel. On faisait 3 jours de route, mais il n'y avait pas d'hôtel. Ah ouais. Non, vous dormiez dans la voiture? Ah oui, on dormait dans la voiture, dans les aires de repos. Mais quand je dis, mon père, c'est 3 jours de route 3 jours de route en mangeant des sandwichs, 3 jours de route où mon père s'arrêtait 20 minutes par jour, donc 3 jours de route où il dormait 20 minutes par jour. Ok, puis il y avait le bateau aussi. Après, 3 jours de route où la voiture, elle n'était pas aérée, donc tu pètes, c'était pareil. T'arrivais 3 jours où t'arrivais en Espagne, crevé, il y avait 3 heures de sommeil dans le truc de partant de Monaco, il y avait la bagarre et ça parlera beaucoup de Maghrébins, la bagarre dans les ports pour monter dans les bateaux en priorité. Il fallait réussir, il fallait jouer des coudes, il fallait connaître les signaux de quand il fallait partir pour monter en premier, parce que sinon on pouvait rester 24 heures bloqué dans le port. Tellement il y avait de monde. Ça. Parce que quand je dis qu'il y a tous les Marocains, exemple Algeciras, qui était le port qu'on prenait nous en priorité, c'était en Andalousie, un port qui accueillait tous les Marocains d'Europe. Et je ne sais pas si les gens le comprennent. C'est pas Marseille, Paris, c'est tous les Marocains d'Europe. Donc ça faisait en 2 mois, ça faisait une quantité incroyable. Tu mets Éric Zemmour, il convulse. Là, c'était pas bon. Et vraiment, c'était ça. Et je sais qu'on a perdu la moitié de l'audience. Et là, on monte dans le bateau et c'était le seul moyen de repos, ce bateau. Et ce bateau, c'était un moment incroyable parce que c'était le moment où je voyais mon père assis, détendu, parce qu'il était speed tout le temps, et où on pouvait nous voir la mer, alors moi la mer comme d'habitude, et on rencontrait des gens, on faisait des rencontres, c'était incroyable. Ouais, et alors quand tu revenais à Monaco, tu avais connu cet exode de l'été. Le décalage, tu le percevais x10 ou tu revenais dans ta vie comme qui de rien n'était? Encore une fois, c'est là que c'est fou nos capacités d'adaptation. En 24 heures, on revenait sur le même rythme qu'on avait avant. Et pareil, quand on arrivait au Maroc, c'est ce qui est fou et c'est ce qui, je pense, ça a été ce que j'ai appris
avec ce décalage, ce grand écart, c'est que j'ai appris à vivre aussi bien dans l'un que dans l'autre, quoi. Moi, je disais, j'ai passé des soirées avec un ambassadeur et des grosses soirées, j'étais à ma place, et comme je peux aller voir mes cousins et manger un couscous dans un endroit très reculé, et je me sens à ma place. Et ça, c'est une force. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas ce truc-là. Il y a des gens qui sont de Monaco qui, je pense, seront mal à l'aise dans un endroit au Maroc, et il y a des gens du Maroc qui ne seront pas du tout à l'aise dans ces soirées. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que m'a appris Monaco, c'est ce que m'a appris ma culture et c'est ce que m'ont transmis mes parents pour pouvoir s'en sortir. Et il y a un mot qui résume ça, c'est adaptabilité. Tu t'es toujours adapté et tu étais fait pour ça de toute façon. Hassan, dans le spectacle, on parle beaucoup de papa, on parle un peu moins de maman. Et je sais que du coup, elle l'a mal pris. Elle a une phrase pour expliquer que papa, c'était ton chef. Mais elle était quoi dans l'histoire ? C'était le chef de mon père. Elle dit souvent ça. Ma mère, non, en fait, au début, quand j'ai écrit le spectacle, je voulais parler d'elle aussi. Et puis, en fait, dans l'écriture avec ma metteur en scène, avec Peggy, on se disait, je trouve que c'est par... j'ai voulu la protéger, maman. Je voulais pas qu'on puisse rire. C'est ça. Mon but, c'est de faire rire de situation, que j'exagère ou pas. Et en fait, je voulais pas qu'on puisse rire de ma mère. Et donc, je voulais pas que ça puisse être interprété, parce que c'est vraiment ma mère, c'est quelqu'un que je protège. Et voilà, je voulais vraiment que rien passe par elle. Et au final, quand je lui ai dit, quand elle a vu le spectacle, parce qu'elle n'était pas dans la première version du spectacle, elle m'a dit, mais tu sais, tu peux rire de moi. Rire, c'est bien. Ça veut dire que je compte pour toi. Et donc, je me suis dit, ah mince. Donc j'ai décidé de mettre sa vraie voix à la fin du spectacle pour que ce soit elle qui le dit, et je voulais lui rendre un hommage parce que c'est elle qui dit en fait tout ce que je voulais dire dans le spectacle, c'est que tout ça, tout ce qu'ils ont fait, tous les moments de maladresse des parents pour qu'on s'en sorte, c'était que de l'amour, et que des fois on le perçoit différemment, mais avec du recul. Mon père il dit souvent tu comprendras plus tard. Moi j'ai longtemps cru que c'était une phrase pour dire il veut pas répondre quoi. C'est ça. Il dit tu comprendras quand tu seras grand, tu comprendras quand tu seras grand. Et en fait au final avec l'expérience. Complètement. Et si c'était, et ce que moi je résume souvent, c'est que si c'était à refaire, je changerais rien du tout. C'est super beau à entendre et je pense qu'ils vont être émus en regardant l'émission. J'espère qu'ils en ont conscience parce que moi, en tout cas, j'espère que parce que moi je sais qu'il y a beaucoup d'amour dans notre éducation et qu'ils ont tout fait pour. J'espère qu'ils sont conscients que nous, on sait qu'ils ont tout donné et qu'on est très fiers d'eux. Et aujourd'hui, tu as envie de prolonger ça parce que ça y est, tu as décidé peut-être d'être papa à ton tour. Ouais, en tout cas, c'est un truc qui pourrait commencer qui trottine dans ma tête. Alors déjà parce que faut trouver la bonne personne. Ça, c'est à mon avis la condition, c'est pas avoir des enfants pour avoir des enfants. Donc là, en l'occurrence, là c'est bien, on est très bien. Et puis après, je pense que j'ai envie aussi de transmettre le truc. Moi, je dis souvent que j'ai fait la crise de la quarantaine à inverser. C'est que souvent, la crise de la quarantaine, pour moi, c'est qu'on arrive à 40 ans, la société nous dit qu'il faut faire un bilan de notre vie. Et puis, on se dit, maintenant, on a des crédits, on a des enfants. Et tout ce qu'on espérait être quand on était petit, on ne peut plus le faire parce qu'on est trop engagé. Et il faut faire le deuil de ça, quoi. Pour moi, c'est ça, la crise de la quarantaine. Moi, c'est l'inverse. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Je voulais faire de la plongée, je suis devenu moniteur. Je voulais faire de l'humour, je suis monté sur scène. Et ce qui me manque, par contre, c'est ma vie de famille. Et là, maintenant, je peux le faire. Et là, pour le coup, je n'ai pas besoin de faire de deuil de quelque chose. Donc, je trouve que c'est hyper cool de pouvoir le faire comme ça. C'est super équilibré. Dans les projets, on a vu que tu étais le seul et l'unique humoriste monégasque. Pour le moment. Ça n'existe pas. Il y a pu avoir peut-être Gad Elmaleh par alliance à un moment. Oui, voilà, exactement. En gros, il y a Gad Elmaleh et toi, quoi. Alors il y a Gad Elmaleh, d'accord, et moi, je ne me mets pas au même niveau. Et en projet, je sais qu'il y a eu longtemps, est-ce que c'est toujours d'actualité, un comédie club de Monaco. Il y a eu un vrai projet. On a lancé pas mal de choses qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Ça s'est mis en pause, très honnêtement, parce qu'encore une fois, faut faire des choix dans tout ce que je veux faire dans ma vie. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. C'est pas forcément toujours indépendant que de moi, parce que il faut faire venir des artistes, il faut anticiper le travail. Donc c'est très compliqué. Je pense que j'ai voulu d'abord. Il y a un autre truc qui est venu, qui a pris la place sur ça, c'est la volonté d'écrire le deuxième spectacle. Et je me suis dit, si je dois faire un choix, je mets ça en pause. Et je crée le deuxième spectacle pour ne pas le regretter après. Il sera toujours temps de donner la place et d'aider les gens, entre guillemets, ou l'opportunité de jouer à Monaco à des gens que je connais. Voilà, écoute, en tout cas, tu seras un bon coach, à mon avis. Avant de se quitter, on a une séquence traditionnelle dans l'émission, c'est les questions de la table de chevet. Alors, elles sont ici pour toi. Première question, quel était ton rêve d'enfant ? Mon rêve d'enfant, qu'est-ce que c'était ? Je pense devenir humoriste. Vraiment ? Ouais, je pense que quand j'étais petit, je voulais faire ça. Je voyais pas trop de métiers. À la base, je voulais travailler avec les animaux marins. Ça, c'était un truc où, en fait, je m'imaginais faire les prélèvements sur des dauphins, sur des baleines. Je m'imaginais faire ça. À quoi tu rêves aujourd'hui ?
Peut-être que tu viens de répondre à l'instant, c'est peut-être fonder ta famille. Ouais, complètement. Ouais, c'est ça. Fonder ma famille et leur offrir la même éducation que j'ai eue, je pense. Et la même sécurité affective, parce qu'on sent qu'il y a vraiment de ouais, c'est très bien dit ça. Sécurité. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est exactement ça. Plutôt lève-tôt ou couche-tard? Plutôt couche-tard. Ouais, couche-tard. C'est qui est d'ailleurs un truc très compliqué parce que oui, tu dois être levé tôt aussi parfois pour le métier. Le changement de rythme. En fait, le seul truc qui est difficile dans ce que je fais, c'est que quand on est au bloc opératoire, souvent on se lève tôt. Et il faut être efficace. Et quand on est à l'hôpital, quand on est sur scène, souvent on se couche très tard avec l'adrénaline. Et donc quand il y a la transition entre les deux, des fois c'est un peu compliqué. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis de la distance entre les deux événements à chaque fois. Maintenant j'ai une journée de sécurité entre les deux. C'est ça. Ouais. Maintenant tu me dis c'est le lundi que tu prends je prends ma journée off de repos et je travaille à l'hôpital mardi, mercredi pour pouvoir un peu me reposer. Voilà, ça rassurera tous les patients qui vont te croiser, qui vont te reconnaître juste avant que tu les endormes. Ah c'est vous Mais on est lundi. Trop tard. Oui. Enfin pour terminer, l'anecdote que tu n'as jamais racontée ailleurs et que tu vas nous livrer ici et maintenant, Hassan. Alors, j'y ai réfléchi parce que je ne savais pas quoi raconter. En fait, c'est une histoire. Au début, je me suis dit, je vais mitonner une histoire parce qu'à un moment donné, c'est un peu piégeux, ça. Oui, on veut du vrai, nous, là. C'est du vrai de vrai. Tu inventes pour Instagram. Non, c'est du vrai de vrai. Le suédois qui accouche d'Afrique. Ma mère est témoin. Déjà, il faut savoir que chez nous, on est pudique. Moi, je suis marocain, on est un peu pudique dans les copines, copains, on ne présente pas n'importe qui aux parents. Et bien sûr, il faut que jeunesse se fasse. Et donc, je suis parti en voyage avec une copine à moi en Égypte. Et quand je reviens à l'aéroport, bien sûr, je n'ai pas dit aux parents que je partais avec une copine. J'ai dit que je partais en Espagne avec des amis. Et en revenant à l'aéroport de Nice, quand j'atterris, quand on sort de l'avion, donc encore à l'intérieur, il y a le tapis pour récupérer les bagages. Et là, je croise ma sœur. OK. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, moi, je reviens du Maroc. Et je dis, ah oui? Elle me dit, mais toi, tu viens d'où? Je dis, ça y est, je te présente, c'est ma copine, on revient d'Égypte. En fait, je ne voulais pas le dire aux parents. Elle me dit, mais c'est trop tard. Je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que les parents, c'est eux qui viennent me chercher, ils sont là. Et donc, à ce moment-là, il faut comprendre qu'à ce moment, elle me dit ça, je tourne ma tête vers la vitre, parce que c'est des grandes baies vitrées où les gens peuvent nous voir. Je me retourne et je vois ma mère qui fait, coucou, c'est qui? Faut que tu me la présentes de loin. Je commence à transpirer et j'ai dû préparer la copine à l'époque en lui disant, tu vas devoir rencontrer ma mère maintenant, c'est maintenant que ça se joue. Oh la vache. Et donc tout le moment c'était, hey, qu'est-ce que je lui dis? Je dis, c'est pas grave, je vais parler. Et donc j'arrive et c'était un super moment. Regarde, pour montrer encore ce truc hyper cool, on sort, ma mère qui avait absolument envie de rencontrer cette fille lui parle et mon père, par respect, s'est éloigné. Pour pas m'obliger à présenter les deux parents en même temps. Okay. Il a dû dire à ma mère, je vais boire un café. Il s'est éloigné pour pas que je sois en difficulté. Et aussi peut-être parce que ça le gênait aussi. Mais en tout cas, j'avais apprécié ce moment-là. Et après, je lui ai dit, mais viens, il est venu. Il a dit bonjour. Et j'ai été vanné pendant 2 semaines sur ce moment en me disant, alors... Tu voulais pas dire. Alors l'Espagne, hein? C'est ça l'Espagne. Avec les copains. Non, voilà, j'étais hyper gêné. Et franchement, ce moment, je me rappelle où je me retourne vers la vitre en me disant, non, ils sont pas encore là. J'espère qu'ils sont pas encore là. J'espère que ma mère qui... C'était hyper gênant. Le hasard incroyable. Oui, parce que tu savais pas du tout qu'ils arrivaient en même temps que toi à l'aéroport. Non, mais que ma sœur. Je savais pas que ma sœur arrivait ce jour-là et je savais pas que mes parents venaient la chercher. Donc vraiment fou. Mais ma mère, elle m'a dit qu'elle sentait quelque chose. Elle a vraiment un truc, ma maman. Elle me dit toujours, je sens un truc. Des fois, elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et je dis, j'ai loupé l'avion. Elle est vraiment, il y a une vraie connexion. Voilà, c'est une mère. Ouais, je crois que c'est tout ça. Et c'est une autre mère qui me le dit dans l'oreillette. C'est une mère. En tout cas, Hassan, c'était un bonheur de t'avoir. Partagé. Si on veut connaître tes prochaines dates de spectacle, il y a ton adresse Instagram, Hassan de Monaco tout attaché. Et puis nous, on va se retrouver pour d'autres confidences dès mercredi prochain, confidences que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de France 3 PACA, mais aussi sur la plateforme France.tv, chaque mercredi à 8h sur la plateforme, à 11h sur YouTube. Et puis après, vous la regardez vraiment quand vous voulez, cette émission. Et celle-ci, j'espère que vous allez la regarder et puis la transmettre à tous les gens à qui vous voulez faire du bien, parce qu'on s'est fait beaucoup de bien avec toi, Hassan. Avec plaisir. Moi aussi, vous m'avez fait du bien. Merci encore. Merci beaucoup et bonne suite à Monaco et ailleurs.